La ville comme gisement. Une conversation entre Léa Colette-Germier, des Canaux, et Colline Laurent, de Muto Event. Économie circulaire, ou l'art de refaire. Ouais. Test de mon micro du coup, c'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Vincent pour l'accueil, c'est un plaisir d'être là. Pour commencer par une petite présentation, moi je m'appelle Colline Laurent, je suis la responsable communication de l'entreprise Muto Event. Muto, c'est un service de réemploi clé en main dédié au secteur de l'événementiel. Le réemploi, vous savez tous et toutes ce que c'est, mais c'est des réalités très différentes en fonction du secteur. On parle beaucoup du réemploi dans la construction, dans le bâtiment. L'événementiel, c'est proche de la construction parce que c'est des constructions éphémères, mais c'est quand même des constructions. C'est un savoir-faire très particulier parce que c'est une industrie qui va très très vite. Et c'est énormément de déchets. C'est à peu près 100 000 tonnes de déchets par an qui sont générés juste en France par le secteur de l'événementiel. Et Muto, du coup, c'est une jeune entreprise qui a à peu près 1 an et demi. La première année d'activité, on a réussi à récupérer quasiment 100 tonnes de déchets, donc une toute petite partie de tous les gisements qui existent. Aujourd'hui, on est basé en région parisienne à Gennevilliers, mais on est capable d'intervenir sur toute la France parce que dans le système des opérations en fait, de l'entreprise, on identifie un gisement événementiel qui va avoir lieu dans 1, 2, 3 semaines, idéalement même 1 mois. On trouve des bénéficiaires locaux et en fait on assure toute la logistique depuis le démontage de l'événement jusqu'à la livraison en direct auprès des bénéficiaires locaux. Donc on a évidemment à Gennevilliers un stock tampon pour assurer une répartition optimale des matériaux si tout n'a pas été réservé en amont, mais on fonctionne vraiment en régie comme ça, ce qui nous permet d'opérer sur tout le territoire national. Donc sur 100 000 tonnes de déchets générés par an, effectivement le marché il est énorme. L'enjeu aujourd'hui pour Muto, c'est pas du tout, c'est un petit peu, mais d'aller se faire connaître auprès de l'industrie événementielle qui génère des déchets qui sont en réalité des ressources. C'est surtout de trouver des repreneurs et des repreneuses pour ces matériaux-là. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle avec les canaux, c'est pour ça que depuis que moi je suis arrivée, mais depuis le début de l'entreprise, on cherche à être en contact avec un maximum d'acteurs de l'économie circulaire parce que les bénéficiaires de nos gisements, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont rénover leur maison, c'est vraiment des associations, des porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire, des collectifs d'artistes engagés qui vont pas jeter les matières après les avoir utilisées juste une deuxième fois. C'est dans ce cadre-là que Vincent nous a invités et je le remercie encore. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va discuter avec Léa de nos synergies. Donc du coup, Léa, je te laisse la parole à toi. Oui, merci beaucoup Colline. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Vincent aussi de nous accueillir aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Léa Colette-Germier, je suis designer de formation et aujourd'hui, je suis ici en tant que chef de projet économie circulaire pour l'association Les Canaux, qui est une association qui a été fondée en 2017 et qui a pour objectif de vraiment changer l'économie en structurant des filières. Donc notre but, c'est de soutenir des modèles qui vont concilier performance économique, utilité sociale et utilité environnementale. Pour cela, au sein de l'association, nous sommes une 30aine de salariés et nous travaillons autour de 4 principaux métiers que sont la sensibilisation, la formation, l'accompagnement et le fait de créer des opportunités économiques. Donc pour cela, nous soutenons toutes les structures de l'ESS, les structures également de l'économie circulaire, donc sujet qui nous rassemble aujourd'hui, ainsi que les structures de l'entrepreneuriat à impact. Donc voilà pour la rapide présentation de l'association. Nous sommes hébergés dans le 19e, juste au bord du canal de l'Ourcq, au sein de la Maison des économies solidaires et innovantes, qui est vraiment un lieu très inspirant que je vous invite à venir découvrir. Donc une magnifique maison qui date de 1882, donc fin 19e siècle, qui pendant longtemps a accueilli en fait le service de la ville de gestion des canaux, donc d'où le nom de l'association. L'association a pris le nom du bâtiment et non pas l'inverse. Donc vous verrez sur le fronton la belle gravure Les Canaux. Et donc ce bâtiment ensuite a été laissé à l'abandon, malheureusement, il a été dégradé, etc. Et donc sous l'impulsion de la ville de Paris, au moment de la création de l'association, ce bâtiment a été complètement réhabilité. Et l'idée, c'était vraiment de faire de ce bâtiment un chantier exemplaire, un bâtiment exemplaire qui serve de modèle et qui soit un lieu unique en France.
Donc vous pourrez retrouver à l'intérieur de ce bâtiment qui accueille énormément de public chaque année, un aménagement, une rénovation et un aménagement à 100% réalisé en réemploi. Donc c'est vraiment une première en France, avec donc soit des matériaux de réemploi ou soit des matériaux locaux et biosourcés. Et 95% des déchets générés par le bâtiment ont également été valorisés dans les environs. Donc un chantier vraiment exemplaire en tout point. Au-delà de cet aspect circulaire, on avait évidemment aussi la volonté de faire travailler des entreprises ESS, avec notamment toute une dimension d'insertion de publics qui sont éloignés de l'emploi et d'insertion par l'apprentissage également. Et une volonté d'animer le quartier donc autour du 19e, autour du canal de l'Ourcq, avec une véritable ouverture pédagogique auprès des habitants du quartier. On s'est rencontrés avec Léa du coup pour préparer un peu cette conversation. Elle m'a fait visiter toute la maison et c'est vrai que c'était assez dingue. Partout où on pose les yeux, les matériaux sont détournés. La terrasse, elle est c'est ça. En latte. Les lattes de la terrasse, c'est des portants de fenêtres. Vraiment oui, de portes et de fenêtres. En fait, dans cette maison, vraiment, c'est la maison des curiosités et c'est pour ça que je vous invite à venir la découvrir. Chaque élément est issu du réemploi, chaque élément a une histoire. Donc le bâtiment en tant que tel a déjà une histoire et puis chaque élément de rénovation porte également cette empreinte assez forte. Et le tout forme un ensemble à la fois hétéroclite et très homogène, étonnamment. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Colline, mais voilà, on a vraiment cherché à faire un bâtiment qui soit exemplaire en termes de chantier et qui soit une démonstration de ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle en réemploi. Pour montrer que le réemploi est vraiment un modèle économique viable et désirable avec cette maison qui donne envie d'y travailler, d'accueillir énormément d'événements, accueillir du public pour la faire découvrir au plus grand nombre. C'est clair, et puis à l'intérieur, il y a aussi, quand on pense réemploi, on pense souvent au recyclage, à des choses qui sont un peu moins belles, etc. Le grand public a souvent cette image-là, et j'ai été ravie de voir quand tu m'as fait la visite qu'il y avait même des œuvres d'un artiste qui se définit lui-même comme un artisan joaillier, qui travaille à partir de plastique récupéré dans les poubelles, qui s'appelle William Amor, c'est ça. Et donc du coup, il y a certaines de ces œuvres au Canada, c'est un peu super. Ouais. Et du coup, Léa, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes actus du moment ? Alors, les actus du moment, à mon échelle, ça va être le programme que j'anime, du coup, le programme du booster du mobilier circulaire. Donc actuellement, nous en sommes à la 3e promotion. Et c'est donc le tout premier programme d'accompagnement qui est dédié aux fabricants et aux éditeurs de mobilier en France qui souhaitent intégrer l'économie circulaire dans leur process de production. Donc l'idée, c'est d'accompagner sur 18 mois entre 15 et 20 structures. Cette année, j'en accompagne 17 dans le cadre de ce programme du booster, du prototypage jusqu'à la commercialisation de leur mobilier. Donc on travaille à partir de matériaux issus du réemploi pour développer des produits de mobilier qui seront disponibles en série. Voilà. Donc c'est un programme qui est soutenu par Valdelia et l'objectif vraiment de ce programme, c'est de se positionner sur la filière de l'ameublement et de participer à structurer cette filière en économie circulaire. Voilà, apporter une vraie alternative au mobilier qui est disponible aujourd'hui. Et du coup, c'est pas... Est-ce que c'est des artisans qui sont tout seuls et qui retapent du mobilier, ou c'est plutôt des plus grosses entreprises ? Alors, on a de tout. Des entreprises de taille plus modeste qui vont produire de la petite série. On sera toujours sur de la série, donc pas de l'artisanat, mais des personnes qui vont produire des petites séries limitées ou des beaucoup plus grosses sociétés, comme l'année dernière, par exemple, Coulidor, ou cette année Habitat, qui est accompagné dans le cadre de ce programme. L'idée étant de créer des synergies entre des structures de tailles différentes qui vont du coup pouvoir s'apporter mutuellement et puis de travailler sur cette notion de série à différentes échelles. Et nous, du coup, chez Muto, notre grosse actu du moment, c'est que après un an en ayant travaillé vraiment en mode artisanat, pour le coup, avec une toute petite équipe qui, dès qu'on était missionné sur un événement, allait appeler manuellement les bénéficiaires identifiés pour leur demander s'ils avaient besoin de tel ou tel gisement, etc. On lance notre matériothèque. Donc concrètement, c'est un peu comme un site e-commerce finalement. Sauf que c'est pas accessible au grand public parce que comme on ne donne que à des bénéficiaires bien spécifiques, c'est nous qui devons créer les accès. Donc il y a quand même une partie un petit peu manuelle de sélection, de dire ok, ce projet est validé, rentre dans nos critères de don, on va lui créer un accès. Et une fois que l'accès est créé,
L'idée, c'est que les bénéficiaires puissent naviguer parmi notre catalogue de matériaux. Donc, en ce moment, par exemple, le mois de juin, c'est une très très grosse saison événementielle. Donc, il y a à peu près une centaine d'articles en ce moment en stock dans la matériothèque. Les articles qu'on va pouvoir trouver, c'est des panneaux de mélaminés, des bâches, des panneaux de Libon, de PVC, des tasseaux, parfois des planches de contreplaqué. Enfin, vraiment, ça va être assez varié. Et parfois, on a même alors là, pour le coup, c'est pas du tout adapté à de la série, c'est vraiment des choses uniques, mais on a démonté des vitrines d'un grand magasin, on avait du sable, des paraboles, des filets de pêche, enfin vraiment des choses assez improbables qui vont avoir du mal à être utilisées par un industriel, mais qui vont être hyper bien réutilisées dans le cadre d'autres événements. Par exemple, on a eu un bénéficiaire qui est venu récupérer tous ces éléments un petit peu de l'univers de la plage, parce qu'ils organisaient un festival dédié à l'ESS dans le 13e. Et donc, ils ont pu, grâce à la scénographie d'un premier événement, créer la scénographie du leur, et eux, pour le coup, garder les matériaux en stock pour pouvoir en faire plein d'autres choses. Je vois que le son du micro s'est nettement amélioré. Donc du coup, voilà, un enjeu qui est assez intéressant de discuter avec toi, Léa, et qui nous réunit, c'est dans quelle mesure est-ce que nous, on est capable de sourcer des bénéficiaires chez les canaux. Et tu me disais que toi, tu n'étais pas du tout intéressé par des gisements sporadiques et un peu exceptionnels, même si c'était de la super qualité. Mais ce qui allait t'intéresser, c'était plutôt quand on a tout le temps la même chose. Tout à fait. Moi, en fait, ah oui, effectivement, le son du micro a complètement changé. Moi, ce qui m'intéresse dans le cadre du booster, c'est effectivement de valoriser un maximum de matières premières secondaires, donc d'être sur de la quantité. Et c'est pour ça qu'on travaille en série pour le mobilier. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir des matériaux, enfin des gisements en fait sous forme de stock qui vont être vraiment sporadiques. Je travaille principalement à partir de flux. Donc c'est vraiment c'est tout l'enjeu pour nous, identifier des flux qui vont être réguliers en termes de qualité et en termes de quantité pour pouvoir dessiner des modèles de mobilier qui vont ensuite être suivis dans le temps. Et quand on a échangé, tu me parlais de la différence entre le flux post-production et le flux post-consommation. Donc, effectivement, il y a ces deux aspects possibles. Alors, post-consommation, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec soit une filière qui est déjà structurée ou soit structurer une filière de récupération, de tri à nouveau, parce qu'il faut toujours retrier les déchets ou les ressources, ça dépend comment on l'entend, qu'on récupère post-consommation. Ensuite, les traiter, les nettoyer. Donc, il y a certaines étapes qui peuvent être assez complexes, assez laborieuses à mettre en œuvre. Post-prod, c'est un petit peu plus simple, puisque du coup, on passe en fait en accord avec un industriel qui a des chutes régulières, donc des chutes de production qui sont identifiées, qui vont toujours être relativement régulières en termes de qualité et de quantité. Et donc, à partir de ces chutes, on peut vraiment dessiner un modèle qui sera suivi et on peut se baser sur des quantités qui vont être régulières. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour nous. Mais les deux sont tout à fait possibles et c'est intéressant de travailler de toute façon les deux aspects, puisque les déchets sont partout autour de nous. Donc, nous, on cherche à valoriser un maximum de quantité et, comme je le disais tout à l'heure, vraiment structurer une filière. Super clair. C'est vrai que nous, du coup, chez Muto, on est, comme je vous le disais, en permanence en train de chercher des nouveaux bénéficiaires. Et l'autre jour, on a vu un reportage sur l'upcycling que vous avez peut-être vu aussi, qui est passé sur Arte, je crois, avec Tisu. Donc Tisu, qui est une marque de mobilier psyché qui a été accompagnée par le booster. Donc hop, direct, on les contacte, on leur dit « Ah, on a vu votre reportage, est-ce que vous voulez des matières? On en a plein, regardez ce qu'on a. » Et directement, ils nous ont dit « Alors, on vous arrête tout de suite, nous, on ne vous prendra des matières que si vous pouvez nous en assurer tout le temps. » Donc c'est vraiment un enjeu dont nous, on n'avait pas forcément conscience à la base. Après, on trouve aussi parfois un équilibre parce que ces acteurs, on va dire industriels ou qui veulent passer à l'échelle industrielle, ils ont aussi des besoins événementiels. Ils vont exposer sur un salon, ils vont organiser une journée porte ouverte. Dans l'univers de la communication et du marketing, on crée des choses éphémères quand même quand on est dans l'économie circulaire. Et donc, par exemple, on a pu donner des matières à l'entreprise Maximum, que certains connaissent certainement, qui fabrique du mobilier hyper design à partir de plastique recyclé. Là, pour le coup, il s'agit de plastique de chute d'un industriel. Donc, on est en plein dans le scénario que tu énonces, Léa, de flux post-production.
eux, ils sont pas du tout intéressés par les gisements de Muto pour fabriquer du mobilier à partir de ça. Par contre, ils ont fabriqué toute leur PLV avec leur logo, etc., à partir de matériaux événementiels que nous, on leur a donné. Donc, c'est aussi une façon d'être cohérent quand on est une entreprise de l'économie circulaire et qu'on crée à partir de gisements de matières déjà existantes, quand on a des besoins marketing, que ce soit du merchandising, du textile ou de la PLV, de la créer à partir de matériaux de récup. Bien sûr, Maximum, c'est vraiment un excellent exemple de ce qu'on peut faire en mobilier de réemploi. C'était d'ailleurs un des premiers acteurs vraiment structurés sur le sujet en France et qui est également qui a été accompagné par les canaux, pour la petite histoire. Et vous pourrez, donc, si vous venez visiter la maison des canaux, retrouver toutes les chaises Gravenne, notamment, qui meublent l'espace conférence du bas, et puis de nombreux autres exemples de mobilier produit par cette entreprise. Donc encore une fois, un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a besoin d'avoir du flux, d'avoir un suivi pour ne pas risquer d'être en rupture de stock le jour où sur le site, vous voulez commander un modèle de mobilier, mais qu'en face, la ressource n'a pas été livrée, n'est pas disponible. Donc là, ils sont sur de la série qui est vraiment intéressante parce qu'ils arrivent à démontrer que l'économie circulaire, c'est un modèle qui est économiquement viable puisque la société s'est énormément déployée depuis quelques années. Ils vont d'ailleurs avoir un deuxième site de production très prochainement. Enfin voilà, c'est une société qui est en pleine croissance. Et puis que c'est désirable aussi d'avoir du mobilier de réemploi. Donc c'est aussi toute une nouvelle esthétique, que ce soit pour le mobilier ou pour l'événementiel, dans le cas de ce que vous faites avec Muto, toute une nouvelle esthétique qui arrive et voilà, qui convainc le plus de monde aujourd'hui. C'est vraiment hyper important ce que tu dis et je pense que ce serait un bon sujet pour ouvrir aussi les discussions ensuite. C'est le côté désirabilité, sortir un peu de l'esthétique palette, récup. Le réemploi, c'est forcément un petit peu rustique, etc. Et quand on voit, par exemple, Maximum, ils sont hyper bons en com, c'est des designers, hein, donc c'est vraiment beau ce qu'ils font. Et ils ont vraiment réussi, enfin moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais à rendre extrêmement désirable ce qu'ils font. Et c'est une inspiration pour beaucoup. Je pense aussi à la marque par exemple Freitag qui récupère des bâches de camions pour en faire de la petite maroquinerie, des accessoires, etc. Et en fait, ils sont arrivés à un stade où les gens n'achètent pas la marque parce que c'est du réemploi. Ils achètent la marque parce que la marque est cool et qu'ils ont réussi à nouer des bons partenariats, à investir aussi en médias, en influence, etc. pour rendre hyper désirable cette marque-là. Et finalement, il y a plein de gens pour qui le fait que ce soit fabriqué en bâche de camion, soit ils le savent même pas, soit c'est un à côté, mais c'est ah oui, et puis aussi c'est du réutilisé. Donc c'est hyper inspirant. Et c'est vrai que ça invite aussi tous les créateurs et les créatrices qui n'ont pas de gisement stable à travailler justement cette esthétique de la différence, de la pièce unique. Alors chez Maximum, ça va quand même être des couleurs, un jeu de couleurs, donc il y a quand même une vraie unité. Mais nous, on a aussi des bénéficiaires qui créent par exemple à partir de bâches publicitaires. Une bâche publicitaire, quand on en récupère une, il y a déjà de quoi faire plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines d'objets dans la bâche, et c'est rarement des objets qui se ressemblent. Donc je crois que ça a un nom, ça s'appelle Oui, c'est un peu le concept de série différenciée, c'est-à-dire qu'on travaille sur de la série, mais on va avoir des variations esthétiques, des variations de couleurs, de motifs, etc. sur chaque produit. Donc ça, c'est très intéressant à travailler pour nous, parce que donc on a le modèle économique de la série, qui est un modèle donc stable, viable économiquement, comme vous l'avez compris, qui permet aussi d'abaisser les coûts pour être accessible au plus grand nombre et valoriser un maximum de matière. Et à côté de ça, du point de vue de l'acheteur, comme chaque objet finalement est d'une certaine manière un petit peu unique, vous avez vraiment l'impression d'avoir accès à un prix compétitif, à une pièce d'exception. Donc c'est très intéressant cette idée d'avoir un objet unique mais en série. Voilà. Donc ça, c'est travaillé c'est un axe qu'on travaille dans le cadre du booster, dans le cadre du programme. Actuellement, là, j'ai plusieurs sociétés qui travaillent dessus dans le cadre du booster 3. Et puis, même dans le cadre
je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect désirabilité, le fait que les designers mettent un peu le paquet sur la com, le graphisme, etc. C'est tout à fait cohérent de travailler sur cette série différenciée. Et tu parlais de Freitag, moi je pensais à La Tête dans les nuages, qui est une entreprise que j'accompagne cette année, qui est une jeune entreprise vraiment très très chouette que je vous invite à suivre et qui vient d'ailleurs de lancer un crowdfunding là pour proposer des voiles d'ombrage en bâche de montgolfière recyclée, enfin réemployée du coup, des poufs également, et puis bientôt, donc je vous invite à aller voir ça, bientôt un tout nouveau produit qui sortira. Donc des petites boîtes comme ça qui proposent vraiment des produits très très chouettes avec un graphisme très marqué, très fort et très identitaire en fait. C'est vraiment ce que j'en retiens. Pour le coup, La Tête dans les nuages, trop bien, c'est un des bénéficiaires Muto. Et donc typiquement, nous, on leur a donné des matériaux pour réaménager leur stock. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas forcément aussi quand on dit bon ok, eux ils fabriquent avec des voiles de parachute, de montgolfières, nous on récupère pas encore de montgolfières dans le monde de l'événementiel, mais ils ont des besoins annexes dans les fonctions support. Donc c'est des bons bénéficiaires pour nous aussi. Et du coup, Léa, est-ce que toi, dans le cadre des projets que tu accompagnes, tu as pu identifier des limites au réemploi et jusqu'où en fait on peut aller quand on essaye de pousser le plus loin possible? À l'heure actuelle, justement, dans le domaine du mobilier en réemploi, il y a assez peu d'acteurs sur le marché en France. Donc, justement, on essaie d'y travailler et c'est l'objectif du programme, de développer au maximum de développer cette filière. Donc ça, c'est la première limite à l'heure actuelle quand on veut se meubler en réemploi, c'est que l'offre est assez restreinte, mais que tout ça est en train de changer, bien entendu. Et la deuxième limite, c'est quand on pense vraiment au cycle de vie du produit. Nous, on travaille donc le réemploi, donc c'est intéressant de travailler à partir de matières premières secondaires, mais c'est pas pour cela qu'il faut délaisser l'éco-conception dès la phase même de conception du produit, pour déjà penser la fin de vie du produit qu'on est en train de créer et ne pas créer un produit sandwich avec des assemblages qu'on pourra absolument pas défaire en fin de vie, des matériaux qui auraient été recyclables indépendamment les uns des autres, mais qui du coup deviennent absolument intraitables si on les assemble entre eux avec des colles ou autres. Donc c'est peut-être, pour répondre à ta question, peut-être une limite. C'est effectivement bien de réemployer. C'est bien mieux de réemployer que de recycler dans un premier temps, puisque le réemploi en général a un impact environnemental bien plus faible que le recyclage, puisqu'on a beaucoup moins de dépenses, c'est beaucoup moins énergivore que le recyclage. Donc il faut toujours privilégier le réemploi, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas envisager dès la phase de conception la fin de vie du produit. Et ça, on le voit aussi, nous, à deux égards chez Muto. Le premier, c'est en fait, quand on est contacté par exemple, des agences, des standistes qui veulent qu'on récupère les matériaux et qui sont absolument pas familiers avec cette notion d'éco-conception, qu'ils ont juste envie, on va dire, de mettre une petite couche de greenwashing en disant voilà, et puis tout va avoir une seconde vie et c'est génial. Et nous, on arrive et on voit des matières qui sont indémontables et qui, derrière, vont être hyper difficiles à retravailler par les bénéficiaires. C'est un peu à l'échelle des particuliers le principe d'un meuble Ikea qu'on monte et puis qu'on ne peut plus démonter et ensuite c'est déchetterie directe. Donc nous on essaye aussi de porter ce discours de pédagogie et je pense que ce sera certainement un sujet dans la conversation numéro 2, mais du fait du manque législatif en fait autour de... Alors nous dans le secteur de l'événementiel, il n'y a pas d'obligation légale de réemployer ne serait-ce que le plus infime pourcentage de la production de tout ce qui est construit. Et donc du coup, il y a encore des acteurs qui passent complètement à côté, qui vont mettre de la colle partout, qui vont assembler des matériaux, alors qu'il suffit de remplacer par des vis, etc. Enfin, je pense que vous êtes familière avec le concept de l'éco-conception, mais du coup, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, on voit son besoin et on essaye de faire de la pédagogie autour de ça. Et puis aussi, on fait très attention quand on donne les matériaux aux bénéficiaires. Certes, notre objectif, c'est de donner un maximum de matière pour pouvoir en reprendre et réduire un maximum les déchets, mais on a
a vraiment on s'applique ce devoir de vigilance à toujours interroger les bénéficiaires sur ce qu'ils vont en faire, et quand on sent que c'est un peu flou pour eux, de bien leur expliquer qu'une fois qu'ils auront fait rejouer, alors dans le monde événementiel on dit jouer, donc un matériau qui a joué 2 heures, qui a joué 2 jours, quand ils auront fait rejouer le matériau, il faut qu'ils fassent bien attention à ce qu'il soit, comme tu dis, pas assemblé, etc. Et dans la mesure du possible, encore une fois réutilisé. Et on commence aussi à avoir des demandes de bénéficiaires qui, à partir d'une certaine taille et d'un certain volume, nous demandent si on peut reprendre les matériaux qu'ils ont récupérés chez nous. Donc nous aujourd'hui, notre modèle économique il est basé sur la récupération. Donc on facture les personnes qu'on débarrasse de leurs déchets, en gros. Donc un bénéficiaire, s'il a été sélectionné comme rentrant dans nos critères de don, a priori, c'est quand même qu'il est dans la catégorie pas producteur de déchets. Donc on n'avait pas imaginé ce scénario initialement, mais ça commence à venir, notamment sur des acteurs type collectivité, qui clairement poursuivent un but d'intérêt général, donc ont toute légitimité à bénéficier de nos matériaux. Mais derrière, l'événement est passé, ils n'ont plus besoin de tous ces rouleaux de moquette. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Du coup, hop, ça peut revenir dans notre circuit et être donné à un troisième bénéficiaire via le circuit Muto. Donc voilà, donc le maître mot, je pense, dans l'éco-conception, c'est vraiment l'anticipation, et dans notre métier du coup de récupération de matériaux événementiels aussi. Et du coup, en parlant d'anticipation, on est à un peu moins de 365 jours des JO. Ça va être pour le coup un énorme temps fort, c'est peu de choses de le dire, de l'industrie événementielle. Nous, on est déjà dans les starting blocks avec Muto, on commence déjà à avoir des demandes. Je pense que vous en avez aussi. Surtout que je crois que les canaux ont un programme tout particulier pour cette occasion. Oui, tout à fait. On a été associés vraiment au JO dès le début, puisqu'au sein des canaux, on a une équipe qui s'appelle ESS 2024 et qui travaille conjointement avec donc Paris 2024, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et l'idée, c'est d'organiser vraiment avec eux les premiers Jeux inclusifs et circulaires. Donc pour cela, en fait, la plateforme ESS 2024, elle va faire le pont entre à la fois les besoins des organisateurs, les acteurs ESS français, les acteurs de l'économie circulaire, pour que tout ce petit monde travaille ensemble pour les premiers jeux inclusifs et solidaires et circulaires. Et la stratégie vraiment circulaire qui a été choisie, c'est moins, mieux et plus longtemps. Donc pour détailler un petit peu ces 3 axes, moins, l'idée c'est vraiment d'optimiser l'existant et de challenger les besoins. Mieux, c'est assurer l'éco-conception dont on parlait à l'instant et la recyclabilité des produits une fois les jeux passés. Et plus longtemps, c'est verrouiller la seconde vie de tout ce qui va être produit dans le cadre des jeux et ancrer de nouvelles pratiques pour laisser un héritage suite à ces jeux. Donc si je devais citer 2 exemples qui sont travaillés actuellement, c'est à la fois l'identification des acteurs de l'économie circulaire qui vont pouvoir meubler les espaces iconiques des jeux. Donc espace iconique, c'est vraiment la résidence des athlètes, les salons de convivialité pour les dirigeants, etc. Les espaces qui vont être énormément médiatisés finalement, qui vont vraiment avoir un impact en termes de communication à l'échelle mondiale. Donc pour cela, évidemment, l'identification est faite via les canaux pour le compte de l'opérateur qui est en charge du mobilier des jeux, qui est une entreprise australienne. Donc là, c'est la partie 1, l'aménagement des espaces. Et le deuxième aspect, c'est la seconde vie. Donc je rejoins ce qu'on disait sur l'éco-conception pour envisager dès le début la fin de vie des produits. Et donc l'ambition, évidemment, dans le cadre de ces jeux, c'est que absolument rien ne devienne déchet à la fin des jeux, mais qu'on transforme tous ces potentiels déchets en ressources. Et du coup, sur tout ce qui est seconde vie, est-ce que vous recommandez aussi, par exemple, des plateformes sur lesquelles peuvent être donnés ou revendus le mobilier ? Alors, recommander auprès de l'organisateur, oui, c'est clairement un rôle de conseil, ESS 2024. Donc, bien sûr, oui. Après, c'est très spécifique sur la partie mobilier. C'est pas tellement des plateformes événementielles, mais non, mais justement, mais pourquoi pas. Nous, on va intervenir plutôt sur tout ce qui est après les matériaux, vraiment consommables, on va dire, dans l'industrie de l'événementiel, comme la moquette, les cloisons. C'est pas les cloisons durables, quoi, c'est les cloisons en mélaminé, en contreplaqué, etc.
mais tu parlais du mobilier par exemple qui allait servir dans les lieux d'accueil. Après, une fois qu'il aura servi pendant les Jeux, ce mobilier, il va devenir quoi? Il va être récupéré par les entreprises qui l'ont mis à disposition. Alors ça dépendra des bâtiments vraiment, mais l'idée générale c'est que les bâtiments soient réversibles et tout est pensé pour que à la fois les lieux et à la fois les mobiliers aient systématiquement une deuxième vie, voilà, dès que c'est possible. Donc c'est une réflexion globale à l'échelle des Jeux et c'est un chantier qui est énorme. Et le ou les décisionnaires de quelle chaise on va prendre, quel banc on va prendre sur tel et tel espace qui va passer à la télé, c'est qui in fine? Ah ben ça reste quand même l'entreprise qui coordonne le tout. Et pour le coup, petite anecdote, c'est la première fois qu'on a un chef de projet économie circulaire dans le cadre des Jeux. Donc un réel titre qui marque bien l'implication de ces Jeux olympiques et paralympiques dans l'économie circulaire. Voilà, donc il y a un poste à proprement dit qui a été dégagé pour gérer tout ça. Trop bien, il faut que je trouve cette personne. Je te mettrai en relation avec elle, pas de souci. Je pense qu'on arrive au bout de notre conversation. Je ne sais pas si on peut prendre des questions maintenant